Voilà, je vous propose aujourd'hui un rendez-vous avec un auteur, bref, un artiste d'une manière plus globale, puisqu'il est aussi comédien, il écrit des textes pour le théâtre, et puis voilà, vous pouvez le voir aussi sur les planches de temps en temps. Et il vient régulièrement dans cette émission Quoi de neuf. Il s'appelle Thierry Moral. Bonjour Thierry. Bonjour. Heureux de te retrouver. Ravi également. Alors peut-être nous faire un tout petit peu le point de ce que tu réalises en ce moment, et après on arrivera à un focus sur ton dernier ouvrage, roman, qui s'appelle L'Asile. Parfait. Oui, alors en ce moment, la tournée de décembre arrive en tant que conteur. Les festivités de Noël sont au cœur de mon planning, mais d'autres spectacles tournent et notamment j'aurai le plaisir, je me permets d'annoncer la date, le mardi 3 décembre à 20h30 sera joué à la Ferme du Pire à l'invitation du théâtre d'à côté la pièce Génial Général Président d'Abdoul Aliouar, que j'ai le plaisir de mettre en scène, de jouer avec Guillaume Leclerc, que vous connaissez sans doute en tant que Arsène Lupin Trio, qu'il a été en tant que comédien. Et c'est une tragicomédie sur le thème de la dictature en Afrique, mais pas seulement, et aussi frontalement de la France-Afrique. Bon, eh ben, ça nous ramènera quelques années en arrière, même si je pense qu'il y a encore des bribes. Oui, la pièce a été publiée en 1996 et à la relecture et au travail sur scène, nous étions estomaqués avec Guillaume le comédien de voir que certaines phrases venaient d'être dites par certains de nos dirigeants politiques actuels. Donc voilà, l'occasion de remettre dans un certain contexte qui nous amène aussi à notre présent, sinon à notre futur. Parfaitement, le temps se stagne ou se renverse ou tourne en rond, allons savoir. Alors aujourd'hui, on va présenter un roman. Tu en as fait plusieurs, hein, donc tu es déjà venu en présenter quelques-uns. Là, eh bien, c'est celui qui s'appelle L'Asile. Alors pour résumer, c'est un roman dont l'action se situe dans le bassin minier, on va dire, du côté de Béthune. Et on retrouve des personnages, j'allais dire des tronches du Nord, hein, des personnes aussi qui sont intéressantes, qui ont des passés très différents, mais qui ont un présent en commun, qui partagent un lieu. Oui, le pitch, si on peut dire, c'est un militant un petit peu maladroit, va se faire courser dans les hauteurs de Breux-la-Buissière, dormir dans la forêt, déshydraté et un petit peu blessé, mais rien de grave. Il va tomber sur une ferme, une longère au bord d'une route sur laquelle est tagué l'asile. Et il voit une dame qui cherche un chat, une autre qui, à travers une fenêtre, ne trouvant pas de lieu autre, il pénètre à l'intérieur et découvre une communauté qui vit à l'intérieur. Alors c'est une communauté de gens qui ont ensemble des usages, sinon des règles. Oui, en effet, il y a une propriétaire. C'est pas une association, c'est une communauté, c'est des gens qui vivent ensemble. Elle s'appelle Magie, M-A-J-I-E. Et il y a des règles assez simples. Lui vient avec ses énergies négatives. Elle lui demande simplement de les déposer dehors et de venir là pour construire un vivre ensemble autrement. Alors vivre ensemble, ça peut déranger des voisins aussi. Ah oui, car autour de ces terres parfaitement fictionnelles, bien entendu, vivre d'autres propriétaires terriens, notamment certains chasseurs. Alors ces chasseurs n'apprécient pas toujours ceux qui viendraient éventuellement troubler leur mode d'action. Ah non, pas vraiment, parce que dans ce lieu vivent pêle-mêle, si on dit les mots bruts, hein, ou on peut dire les mots soft, des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de demande d'asile, des personnes qui voient des fantômes, des personnes qui voient des ovnis, des personnes âgées, et aussi parfois des jeunes donc, qui trouvent l'asile à l'asile. Alors, je vais appeler L'Asile, qui est le titre de ce roman, L-A-Z-I-L, donc roman de Thierry Moral. Et donc, on retrouve dans ce roman à la fois une trame, on va dire, où chaque jour, on a des événements qui se passent dans ce lieu, mais aussi des personnages. Donc, il y a une vraie galerie de portraits que tu définis à chaque fois. Oui, quand j'écris un roman, je suis souvent traversé par deux choses, une thématique
et des images, ou une image. L'image de départ était cette ferme que j'ai vue dans un songe, dans une vérité, enfin voilà, une vision de l'esprit, on va dire. Et après, tous ces portraits sont issus d'expériences que j'ai pu avoir en travaillant avec les Papillons Blancs sur différents projets culturels, avec le CADA d'Arras, le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Voilà, donc ces expériences ont nourri l'écriture de ces portraits, qui me semble très intéressant parce qu'il donne vie à ce lieu. Le lieu sans la communauté n'est rien. Et on ressent, j'allais dire, l'accent ch'ti dans la voix, on les entend quasiment. Ah oui, clairement. Clairement et volontairement, je tourne un spectacle qui s'appelle Conte de Schnorr. J'ai eu l'occasion de jouer encore il y a 2 semaines dans le Valenciennois. On a toujours beaucoup de plaisir de continuer à faire perdurer cette langue, même si je n'en suis pas un spécialiste, mais qui caractérise notre culture, en tout cas une partie de notre culture. Voilà, donc tous ces gens ont un mode de vie, de survie peut-être, mais avec aussi peut-être une dimension un peu artistique, avec ces rendez-vous de temps en temps où il y a une sorte de scène improvisée. Oui, complètement au cœur. Donc c'est une ferme au carré, hein, une des ailes. L'un des pans du carré s'appelle l'art de vivre. Ça traverse aussi l'une de mes passions, obsessions qui traverse mon écriture, allez savoir, qui est l'art brut. Je vénère la collection du Lame. Dès que je voyage un petit peu en France ou à Bruxelles, voilà, je vais voir des lieux qui cultivent cet art. Et en effet, ces gens sont amenés à s'exprimer de toute manière plastique, visuelle ou autre, et pas seulement. Parfois, ça finit en chant, en zumba, en démonstration de football. Alors, chaque portrait, chaque personne est aussi un personnage que tu décris avec ses caractéristiques. Je te propose un petit jeu, c'est de m'en définir quelques-uns d'entre eux. Il y en a une quarantaine, pas forcément l'ensemble, mais ceux qui te semblent les plus marquants à faire passer aussi en son à la radio. Oui, bien sûr, on peut faire ce petit voyage-là pendant que je feuillette en même temps. Alors le premier, c'est Hervé, parce que Hervé est à l'entrée. Il est toujours là, il ne bouge pas. Je ne vais pas vous le décrire, mais juste un petit extrait qui pourra vous donner un élément, visuel, et surtout le fait qu'il est très important dans cette communauté. La seule chose à retenir est qu'Hervé fait partie des murs, ceux qui maintiennent le plafond, la charpente. Que faire sans un pilier comme lui? Est-ce vraiment son prénom d'ailleurs? Peut-être ne s'appelle-t-il même pas Hervé, et que chacun le nomme ainsi par habitude, convention, politesse mal placée ou conformisme gêné? Voilà, donc des personnages à la fois qui peut-être peuvent rendre perplexes les gens qui les découvrent, parce que ce n'est pas forcément l'univers de tout le monde, voir comment on peut vivre ensemble aussi. L'idée du vivre ensemble est importante dans ce roman. Oui, tout à fait, et notamment il y a des références, entre autres à Fernand Deligny, qui était romancier, éducateur, et qui a vraiment travaillé avec des personnes différentes, et a essayé de réfléchir dans les années 70 comment on pouvait vivre en communauté, et cet auteur est cité, et forcément le fait de travailler ensemble, ça peut gêner certains, et voici donc un petit extrait du portrait de Monsieur Ternier. Sa grande passion demeure la chasse, même si ses activités économiques et politiques ne lui laissent pas toujours la possibilité de s'y adonner comme il le souhaiterait. Il est propriétaire terrien, il a hérité rapidement de parcelles parentales des 2 côtés, et s'est très vite transformé en patron de terres agricoles. Son but était de faire tourner la machine et de produire du profit. Voilà, donc c'est toute une société en fait qui est dans un espace partagé avec un intérieur et un extérieur. Est-ce qu'il y a des événements qui surgissent de l'extérieur et qui peuvent déranger, dérouter cette communauté? Alors, en effet, la communauté doit vivre, doit survivre pour avoir de quoi manger. Donc il y a une autosuffisance écologique, mais aussi économique, avec un certain nombre de personnes qui les aident, mais qui gardent ça plus ou moins secret. Tout le monde sait que ça existe, mais personne n'en parle réellement, mais personne ne peut l'ignorer.
Est-ce qu'on peut dire que ce milieu peut susciter, j'allais dire, la générosité de personnes qui se disent, tiens, finalement, c'est un mode de vie peut-être que j'aurais aimé vivre si je n'étais pas dans un système qui me condamne un peu à rester dans mon milieu. Est-ce que c'est pour certaines personnes l'idée d'une liberté qu'on va soutenir? Oui, tout à fait. Ils sont soutenus par des associations, par des personnes, et il y a même des gens qui essayent d'y vivre et qui s'y sentent pas bien, qui ne partagent pas ces idéaux, cette manière de fonctionner. Et parfois, c'est juste un endroit où certaines personnes n'ont pas trouvé d'autre endroit que celui-ci pour trouver sa place, et notamment Swan, une adolescente que tout le monde connaît, parce que quand on cherche quelqu'un ou quelque chose, on dit « demande à Swan ». Cette jeune femme ne fait pas son âge, la maigreur vieillit. Sans être immense, sa silhouette s'étire comme la pointe d'un pinceau. Ses fines gambettes sont contenues par des jeans slim ultra moulants. Son croque-top est toujours impeccable, quoique fort détendu sur le bas, à force de tirer dessus. Les tout noirs la surnomment trou dans le ventre. Et donc, je me souviens d'un roman que tu avais édité, enfin que tu avais écrit sur la jungle de Calais. Je ne sais pas si ça te parle encore. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on retrouve là des éléments qui ont un rapport, où on peut en déduire aussi de ton de ce roman sur la jungle, des idées ou peut-être des idées qu'on pourrait appliquer là ou qui pourraient se révéler être le prolongement d'autres idées que tu as perçues? Alors, il s'agissait de Dame Pissenlit, qui était appuyée sur un certain nombre d'expériences un peu d'une autre nature, qui datait, mon travail auprès des personnes en situation de clandestinité remonte à un certain nombre de temps, et donc j'essaye de classer mes sources en fonction. Donc là, c'était plutôt sur des expériences datant de 2006, Nord-en-Fonte, toutes ces zones-là. Là, on est plutôt dans les expériences du CADA d'Arras, qui date de 4-5 ans, où j'ai vraiment rencontré des portraits. Mais oui, il y a pour moi un travail sur la marge. Les gens dont on ne veut pas voir, dont on ne veut pas parler, et qui pourtant existent et font partie de notre vie. Oui, ils sont humains, quoi. Mais tout à fait. Par exemple, Sonia. Saloperie de chure, de culé de salope, vache à queue de merde. Sonia parle comme ça. Pas tout le temps, mais souvent. Et elle nie rien. On s'en offusque parfois, puis on oublie, telle l'unique faute de goût dans un intérieur décoré néanmoins avec soin. Sonia ne choisit pas vraiment les mots qui sortent de sa bouche. Alors effectivement, toi qui es un maître des mots d'une certaine manière, avec ton écriture qui est un peu large, on peut dire, qui est assez littéraire en général, ces mots-là se resserrent un peu dans les univers des personnes qui les emploient, avec peut-être un langage qui est minimaliste parfois, vulgaire aussi parfois, mais néanmoins des idées fortes qui en jaillissent. Oui, pour moi le fond et la forme sont totalement liés, et quand bien même il y a un degré d'exigence éthique, littéraire, il y a une notion d'accessibilité qui me semble importante et qui vont dans les deux sens. C'est pas parce qu'on veut parler de choses pointues qu'on doit forcément parler sur des choses incompréhensibles. C'est pas parce qu'on veut rendre les choses pointues, compréhensibles, qu'on doit tout vulgariser. Donc j'essaie d'être dans cet entre-deux et dans ce mélange littéraire entre fond et forme. Est-ce que dans ces personnages, alors je ne sais pas s'ils peuvent correspondre à une réalité que tu as vécue, ces personnages, je ne vais pas entrer dans ta vie privée, est-ce que dans ces personnages, il y a des gens qui ont une formation, une culture plus importante que d'autres, notamment dans la littérature ou dans des choses qui peuvent ressembler à de l'art? Oui.
Il peut y arriver. Moi, ma manière de composer mes personnages de fiction sont souvent des collages. Je réalise des collages en art plastique et puis quand j'écris, je fais des collages où je prends souvent un trait de personnalité que je mets dans un corps ou une partie d'un corps. Voilà. Donc, en gros, il est possible que des gens se reconnaissent dans un personnage. Ça me semble compliqué parce qu'il y a souvent un montage, un corps, une problématique rencontrée ici ou là. Voilà, tout comme la dame pissenlit, voilà, cette jeune femme atteinte d'un cancer du sein à un très 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 jeune âge. J'en avais rencontré une quelque part. Voilà. Donc souvent, je pars d'éléments pour mentir le moins mal possible. Est-ce que tu as présenté des actions qui montrent une certaine solidarité entre ces personnes? Oui, alors à l'intérieur de l'intrigue, ils vont être confrontés à des difficultés. J'ai travaillé sur des dialogues et des scènes, comme notamment la fameuse scène où une commission de sécurité s'invite dans le lieu pour voir si l'activité légale correspond au lieu, sauf que cette commission de sécurité se réunit de manière parfaitement illégale, ce que démontre la communauté. Alors, dans cette communauté, il y a des gens qui ont une culture politique, comme une militante qui est là, puis qui les remet gentiment à leur place en disant « mais il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'activité, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Les tout noirs, les migrants, c'est ça qu'ils cherchent. » Alors, ce roman donne quand même une ouverture des gens qui sont dans un certain confort vers d'autres qui sont dans un confort beaucoup moindre, mais où il existe une forme de vitalité. Est-ce que tu as un personnage dont la vitalité est très puissante? Oui, alors dans ce cas-là, j'aimerais parler de Cocalite. Cocalite, son survêtement rouge sourit si largement aux deux genoux qu'il ne devrait plus tenir longtemps, à moins de finir en short. Malgré la chaleur, il porte fièrement sa veste noire, nylon absolument pas assortie à son ensemble et ses tongs vert pomme. Tout sourit chez lui. Même le bandage qu'il porte à sa main gauche sourit. Parfois il l'a, d'autres fois non. C'est presque une histoire de jour impair et pair, son affaire, à moins que ce soit un tour de passe-passe. On ne sait pas s'il est vraiment blessé, s'il souffre, si c'est pour se donner une contenance, un style tout glisse sur Cocalite, comme un sourire d'enfant. Voilà, Thierry Moral. Donc, un lieu, donc, d'une certaine manière qu'on peut appeler alternatif. Est-ce que pour toi, ça correspond à quelque chose, le mot alternatif ? Oui, complètement. J'y baigne, j'ai fréquenté, peut-être moins maintenant, dépassé par le temps et les évolutions, mais j'ai participé à un certain nombre d'aventures en son temps, soit ponctuellement, soit plus solidement, avec engagement. En tout cas, la notion de réfléchir sur une manière de fonctionner, d'exister, de créer et de vivre ensemble autrement m'a toujours habité. Et j'ai toujours allé ou contourné ou allé à l'intérieur, circuler autour de ces alternatives, oui. Est-ce que dans ces personnages, on pourrait présenter une leçon de vie d'une certaine manière à ceux qui pensent que leur vie est extraordinaire, alors que finalement, certains de ces personnages ont des vies extérieures et intérieures qui peuvent sembler peut-être plus intéressantes que d'autres? Oui, alors oui, trouver quel personnage pourrait correspondre est une vaste question. Peut-être que la réponse y viendra en y réfléchissant, mais en effet, ce lieu porte à réflexion. Et notamment comme ce Régis qui, lui, est très intéressé par cette notion et va devenir très critique vis-à-vis de l'asile. Le militant a quitté définitivement la communauté et ne s'est plus caché auprès de ses camarades de lutte pour dire ce qu'il en pensait. Les autres l'ont suivi. Pas de structure, pas de collectif, pas de discussion. L'asile est un simple refuge peinturluré d'où peuvent jaillir tout et son contraire, le meilleur comme le pire. Mais en aucun cas une lutte. À quoi bon mener une aventure humaine si elle ne s'oppose pas? Régis ne comprend pas. Alors il juge, sans condamner. Il démonte sans soutenir, il critique sans apprécier.
les fachos auront leur peau. Bon, c'est vrai que les fachos ont tendance à faire surface de nos jours. Je ne sais pas s'il y a 10 ans ou 20 ans, la société aurait vécu de la même manière avec cette épée de Damoclès, quelque part. Oui, la situation, est-ce qu'elle s'empire, est-ce qu'elle s'apaise, est-ce qu'elle s'enterre loin de moi de porter un jugement, mais n'empêche que ça fait partie d'une réalité qu'on ne peut nier. Et dans le vivre ensemble, il y a aussi ça, le vivre ensemble. Alors, quand on dit vivre ensemble, ça suppose une volonté de tolérance, enfin, disons une tolérance nécessaire pour que la vie puisse exister sans couper des pans entiers de la société. Oui, c'est un peu tout l'intrigue qui va se nouer autour de ce lieu, c'est que certaines personnes veulent nettoyer, rendre propre cet espace, et puis que tout le monde sait qu'il y a une communauté et qu'il faudrait s'en débarrasser, n'ayant pas d'appui politiques et légaux, ils ne vont pas arriver à faire fermer ce lieu, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce qu'il n'y a aucune commission de sécurité qui doit se réunir dans un lieu privé. C'est d'ailleurs ce qu'ils disent, en disant que vous allez faire le tour de tous les barbecues, de tous les élus locaux. Ah bon courage, vous en avez du travail. Alors, des personnes qui vivent là et qui ont un avenir à l'extérieur, peut-être qu'il y en a quelques-unes qui disent « Bon, j'ai vécu ça, c'était dans une période de ma vie, maintenant je vais en sortir ». Est-ce que le lieu a restructuré psychologiquement certains personnages ? Oui, c'est clairement le passage initiatique de Cyril, le narrateur principal, si je puis dire, le personnage, le anti-héros, qui étant en fracture sociale, familiale, professionnelle, subit cet accident le soir, tombe là-dessus, et à force d'être tout le temps avec ses énergies négatives de lutte, va se dire, écoutez, la grande magie va dire je vais rester là, et c'est une manière de se reconstruire, de vivre autrement, de renouer avec son fils, et de se dire, je vais peut-être faire autrement, et puis pour certains aussi, de s'adonner à des passions singulières comme Jackie, et qui, lui, les a vus. Il sévit surtout la nuit. Lorsque l'obscurité recouvre le ciel de son drap noir, le ceinturon, le chapeau, le médaillon bleuté et les curieux instruments qu'il tient en main en les détachant de ses hanches s'illuminent de 1000 laides scintillantes et clignotantes. Un vrai sapin de Noël, plaisantent certains. Jackie n'écoute pas les railleries. Ses yeux sont rivés sur le ciel. Entre les étoiles, les nuages et la lune, il débusque tout ce qui bouge. Les avions n'ont qu'un secret pour lui. En un coup d'œil, il est capable de dire s'il s'agit d'un Boeing, d'un ATR, d'un Airbus ou d'un jet privé. Son puissant accent belge laisse néanmoins quelques doutes sur l'exactitude de son indéboulonnable certitude. Par contre, personne ne se permettrait de le contredire parce que Jackie les a vus. Alors dans ce roman, on a vu, il y a une série de portraits très différents de personnes et de personnages qui vivent ensemble plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a vraiment des caractères impossibles pour une vie en communauté ? Non. Ça peut arriver. Alors là, je feuillette au hasard. Alors c'est bien de dialoguer avec toi parce que du coup, je circule et je refais un voyage sur des pas de traverse. Alors il y a, là je tombe là-dessus avec ce que tu me proposes, un caractère très trempé, celui de Magie, la propriétaire, et celui de Dounia, qui est dans la cuisine et qui règne en maîtresse dans la cuisine. C'est elle la chef de la cuisine. Même la grande n'a qu'à bien se tenir ici. Non mais, vieux transistor diffuse en permanence une onde grésillante qui oscille entre Radio Nostalgie et Radio Africa. Des odeurs salées survolent du matin au soir les fourneaux. Aucune amertume ne quitte cette vaste salle. Les saveurs et les pensées sont toutes positives. Dounia aime donner à manger. C'est le plus beau plaisir de la vie. Ah oui, donc la nourriture, c'est évidemment essentiel. On peut dire que ça fédère un peu toute cette communauté ? Oui, elle se réunit dans cette cour qu'on imagine, d'un carré de ferme, où ils ont des tables, des rouleaux de câbles, tout ce qu'ils ont pu récupérer. Et les moments de repas sont très importants, même s'ils sont souvent chiches, mais sont souvent accompagnés ou vont précéder un moment
d'art de vivre, ou un moment de zumba, ou un moment de foot, ou un moment de travaux, parce qu'il faut réparer des choses, etc. Mais c'est là où ils se rencontrent, mais même s'ils ne parlent pas tous la même langue, certains ne parlent pas vraiment une langue. Anon, Gromel, certains restent muets, mais néanmoins c'est très important pour eux, l'art de vivre, et l'art de partager le repas ensemble. Est-ce qu'il y a justement dans cette forme de vivre ensemble des recettes aussi pour ceux qui ne vivent pas avec eux? Alors, ils en cherchent, je pense, et l'ouverture d'esprit va jusqu'à amener l'une des militantes qui se fâche aussi avec Magie, avec qui elle s'oppose, à inviter ces chasseurs à l'intérieur lors d'un grand repas. Il faut entrer le loup dans la bergerie et eux, on sait ce qu'ils cherchent. Et c'est là, dans l'écriture d'un roman, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand un élément m'échappe. Et dans ce roman, dans l'asile, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas vu venir, quelque chose qui touche de l'ordre du fantastique. Je ne me permettrai pas de révéler, pour ne point dévoiler, mais c'est cette dimension de fantastique qui va permettre de se poser deux questions. Toutes ces bisbilles politiques sont-elles vraiment si importantes quand la seule manifestation, peut-être d'autres, fantastique est dans un lieu que tout le monde réfute et ne veut pas voir, et que du coup on va certainement pas en parler. Et ça pose la question également du centre de préoccupation qu'on a, qui est colonisé par les écrans, par la polémique, par la haine, par la bisbille, la polémique permanente, la critique systématique de tout. Et est-ce qu'on ne ferme pas les yeux pendant ce temps-là sur certaines choses ? Alors, est-ce que ces écrans, ils sont tolérés, répandus à l'intérieur du lieu? Est-ce qu'on peut y voir des chaînes qui tournent en boucle, par exemple, sur des infos qui pompent un peu l'esprit des gens? Alors, à l'intérieur, Magie n'interdit pas. Je sais pas. On peut avoir un portable, ils en ont. Mais par contre, c'est pas ça qui va caractériser. Et c'est pas ça qui va faire vivre, parce que vivre ensemble, trouver de l'eau, s'occuper des poules, remuer le compost, cueillir les pommes, remettre un bout de barrière qui ne tient plus, faire en sorte que les chasseurs tirent pas dans le coin, y a plus de lait, comment on fait ? Prend énormément de temps. Alors, dans cet ensemble, on peut dire disparate, d'une certaine manière, hein, est-ce qu'il y a des affinités, est-ce qu'il y a des relations sentimentales, pourquoi pas, entre les personnes ? Oui, Cyril va nouer des relations avec un caractère très trempé. C'est la fameuse danseuse de Zumba, atteinte d'un cancer du sein, et puis qui s'exprime par le corps, et donc il va vivre des relations. Et à la fois, il y a aussi des relations souples et simples, de sorte de proximité, d'amitié permanente. On voit des gens qui font partie du paysage que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Par exemple, Brigitte. Brigitte, c'est un personnage que tout le monde connaît parce que on ne sait pas vraiment ce qu'elle a, on ne sait pas son âge, mais elle en dit de belle. À la guerre, comme à la bière. C'est pas du fromage qui pue, c'est du maroilles. Ils nous cassent les bonbonnes, ces cocologistes. Jamais vu tant de barbouzes de maintenant. Les enfants, ça tue. Trop jeune pour être président. Un jour, ça va brûler tout ça. Quoi ? Il est mort, Chirac ? Alors, justement, dans les personnes qui se retrouvent, alors, je ne sais pas si on peut dire marginalisées, parce qu'ils sont quand même dans une micro-société, hein. On a parfois des gens qui ont la perte de l'esprit, qui n'ont plus leur faculté mentale, comme on dit, et qui se retrouvent en déshérence. Eux, ils se raccrochent quand même à une communauté. C'est leur bouée de sauvetage. Oui, alors
je ne me suis pas amusé à raconter l'histoire intégrale de tous ces personnages. Ce sont des portraits brefs, mais on essaie de voir comment, en gros, plus ou moins, ils ont pu atterrir là. Des fois, pas du tout. Donc, on comprend que peut-être que certaines personnes âgées se seraient barrées d'un EHPAD. On comprend qu'il y a un gars qui a toujours été là, comme Hervé, et on ne sait pas, comme un chien, Sirius. On comprend très explicitement que Magie travaillait dans une institution, a quitté l'institution en personne en situation de handicap, est devenue art-thérapeute, et puis comme ça n'allait pas assez loin pour elle, elle a quitté cette chose-là, et quand elle a hérité de ce bien, elle est allée chercher une dame qui avait 2 filles, Baba et Babel, qui sont des personnages vraiment très important dans le roman, 2 jumelles, et leur dit en disant voilà, on va s'installer là, et pourquoi elles n'auraient pas leur place. Et cette dame enseignante de lettres à Boulogne-sur-Mer n'y croyait pas trop, mais avec l'absence dans l'institution de Maggie, qui était son vrai nom à la base, qui est devenue Magie, elle se dit que au moins ces filles elles seront bien, et c'est le cas. Alors, je ne sais pas comment on peut terminer un roman comme ça. Est-ce qu'on met en suspens la vie du lieu et son devenir, son avenir? Parce qu'il y a une précarité certaine, mais à l'avenir, est-ce que le lieu peut être durable? Je ne sais pas. Alors, si je réponds à ces questions, je vais divulgacher un certain nombre de choses, mais ce que je peux me permettre de dire pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture, c'est qu'il y a des tensions et une forme de menace qui pèse sur le lieu. Arrivera-t-elle à réduire en cendres ce lieu? Ça, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, il y a une menace. Et s'il y a difficulté, elle ne viendra pas nécessairement de la manière dont on a pu l'imaginer. Mais je pense que le plus important, c'est l'esprit de la communauté. C'est un peu comme quand il y a eu le remake du film le Joker, et qui disent ils l'ont arrêté, on n'aura plus de problème. Oui, mais maintenant il a mis le sourire dans la tête des gens, et là il y a l'espoir qui vient. Voilà, donc peut-être des réponses, en tout cas des idées dans ce roman L'Asile, L-A-Z-I-L, de Thierry Moral, 10e roman quand même. Oui, c'est un parcours, il me semble charnière, important. J'ai l'impression que j'arrive à quelque chose qui m'amène à réfléchir sur ma pratique romanesque et qui m'interroge beaucoup et me questionne. Alors les débuts de rencontre sont passionnant sur des gens qui suivent mon travail depuis un certain temps. Nous sommes en projet, je me permets de l'évoquer, mais on est en projet de traduction de ce livre en roumain. Voilà, avec qui s'en suivra une quête de recherche éditoriale dans le pays qu'est la Roumanie. Voilà, donc qui pour un auteur, être traduit, c'est une chose importante. Donc avoir cette chance qu'une traductrice s'intéresse à mon travail et en fasse la proposition, eh bien c'est précieux, c'est rare. Donc ça va mener à une autre aventure. Et d'ailleurs, je peux me permettre de le dire, au début, le projet était sur un autre format, on était sur d'autres contenus. Et lorsque la traductrice a lu, elle a dit, c'est celui-ci qu'il faut. C'est celui-là, pas un autre. Eh bien voilà un beau projet, donc belle année 2025 pour peut-être un 11e roman, qui sait. Alors la pratique romanesque est pour moi longue, souvent je mets 2-3 ans, donc parfois il m'arrive de sortir en édition des contenus plus courts tels que des recueils de nouvelles ou des recueils de poésie. Là je vais avoir le plaisir, pareil je peux l'annoncer, mais aux alentours, la date précise n'est pas actée, mais autour de juin 2024, de publier une pièce de théâtre jeune public sur aussi la question de comment vivre en communauté, voilà, avec les éditions Bel et Bien, qui fait un très très beau travail. Alors pour l'asile, c'est Nombre 7 éditions. Oui, une maison d'édition basée à Nîmes, avec qui je commence un partenariat sur le plus long terme, parce que le monde de l'édition évolue. Très bien, eh bien à bientôt. À bientôt. Moral.